Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, 12h GMT, bienvenue dans le grand journal de la RFM. Au sommaire de cette édition, grève des travailleurs de la SDE, le calvaire des usagers du service public de l'eau. À Ouakam par exemple, la corvée d'eau fait perdre leur sommeil aux résidents malgré les réquisitions d'agents pour la continuité du service. Éclairage sur cette procédure dans ce journal. Quelle place pour les travailleurs de la SDE dans le conseil d'administration de la future société d'exploitation? Quel pouvoir y auront-ils? Tout cela dépendra du type d'action qui leur seront accordées. Explication également dans ce journal. Placement sous mandat de dépôt de Guy Marius Sagna et de ses camarades hier. Nous revenons sur les péripéties du face-à-face entre les activistes et le doyen des juges d'instruction. Vers la jonction des forces politiques et des forces sociales pour combattre la hausse du prix de l'électricité. Et pour soutenir Guy Marius Sagna et compagnie, une nouvelle plateforme a été mise en place, l'opposition en soutien. Université de Saint-Louis, les étudiants réclament le paiement de leur bourse et l'achèvement de travaux de construction en cours. Ils étaient en assemblée générale hier. Les titres de l'actualité internationale. Avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Près de 60 morts, bilan d'un naufrage au large des côtes mauritaniennes. L'embarcation avait à son bord 150 migrants en provenance de la Gambie. États-Unis, Soudan, reprise des relations diplomatiques après 30 ans de rupture sous Béchir. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok reçu au département d'État. Et puis nous ferons analyser la décision du président Macron de convoquer le G5 Sahel à Pau pour une séance d'explication. À tout à l'heure pour le développement, Binta Diallo. Les titres sport, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Suleiman. Bonjour à tous. Idrissa Gana Gueye se désole de l'absence de Sadio Mané sur le podium du Ballon d'Or France Football. Sadio Mané n'en a cure. Il a repris sa marche en avant. Hier, il a été éclaboussant lors du championnat. Et pour parler du championnat national, retenez que le début est prévu pour ce week-end. Notez que Mbour va présenter 3 clubs en Ligue 1. Ambition remporter le titre. Les détails dans le journal des sports dans quelques instants, cher Tidiane. Et puis, point de vue sur les suites données au rapport de l'Agence de régulation des marchés publics, ARMP. Rendez-vous à la fin de cette édition pour en discuter avec nos experts. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Grève des travailleurs de la SDE et manque d'eau dans Dakar. Les populations sont désemparés après 3 jours de sommeil perturbé par cette situation. À Ouakam, par exemple, un quartier de Dakar, hommes, femmes et enfants recherchent le liquide précieux dans la difficulté la plus totale. Papa Balagueye. La grève des travailleurs de la SDE n'est pas sans conséquence pour les populations de la capitale. Ouakam, Fan Résidence, entre autres quartiers de Dakar, c'est le désarroi total. Bassines, bouteilles de 20 litres, de 10 litres, seaux, toutes sortes de récipients est utilisé pour trouver le liquide précieux à des kilomètres parfois. Habitante du quartier cité Avion de Ouakam, Hadissane, la fatigue au visage, se désole de la situation. Ça fait 3 jours qu'on n'arrive pas à trouver de l'eau. Je suis là depuis 6 heures du matin. Les enfants sont allés à l'école sans prendre un bain. Leur papa également. Jusqu'à présent, je n'ai pas préparé le petit déjeuner. Vraiment, c'est une situation difficile pour nous, mères de famille. Poussant difficilement sa brouette remplie de bouteilles d'eau après un long trajet, Badoussila, essoufflé, est parmi ceux qui n'ont pu aller au travail ce matin. Il a préféré aider sa maman à trouver quelques litres d'eau. J'habite la cité Avion et je suis sorti jusqu'au croisement pour chercher de l'eau. Certains vont même jusqu'au Mamel. Et je devais même aller au travail aujourd'hui à 8 heures, mais je ne peux pas y aller parce que j'aide ma maman à avoir de quoi préparer le repas et faire le ménage. Les plus nantis, eux, affrètent un taxi pour transporter les dizaines de bouteilles remplies d'eau après une longue péripétie. Vous l'avez constaté, on paye 500 francs à un taxi clando pour transporter ces bouteilles. Franchement, cela ne peut plus continuer. Ça suffit. Des files de bouteilles devant le camp de la gendarmerie de Ouakam qui puise de sa réserve pour les approvisionner en eau. Le décor dans la cité a littéralement changé en quelques jours. L'eau coupée dans de nombreux quartiers, malgré la réquisition de certains travailleurs pour la continuité du service, un grand nombre de fonctionnaires ainsi que certains employés du secteur privé peuvent être obligés de poursuivre leur travail en cas de grève sous peine de détention ou d'amende.
C'est ce décret signé en 1972 qui sert de base à d'autres décrets visant à réquisitionner des travailleurs grévistes. L'autorité détermine la durée et en cas de refus, l'employé peut être traduit devant la justice. Mamadou Diouf, ancien secrétaire général de la CSA, dénonce une forme de privation du droit de grève. Sornana Tambaye. L'État a-t-il le droit de réquisitionner des travailleurs grévistes? Oui, selon un décret de 1972. Abdou Fouta Diakhoumpa, inspecteur du travail à la retraite, nous dit quand et comment ces agents peuvent être obligés de travailler. Quand des travailleurs qui sont dans certains secteurs vitaux pour la vie nationale sont en grève, l'État a le pouvoir de réquisitionner certains travailleurs. Il revient au gouverneur de région de procéder par arrêté à la réquisition de ces travailleurs et de leur signifier ça. Quand la notification personnelle n'est pas possible, on peut recourir à la diffusion radiophonique. En cas de nécessité, un nouveau décret est sorti pour citer les fonctions concernées et la durée des réquisitions. Abdou Fouta Diakhoumpa. C'est dans le texte qui réquisitionne où on doit normalement mettre la durée. L'autre condition, c'est qu'il faut informer la personne qui a été réquisitionnée avant même la mise en application de la réquisition. Il n'y a pas une durée prédéfinie, c'est l'autorité qui fixe la durée. Il faut occuper un emploi vital pour la vie de la nation. Pour Mamadou Diouf, ancien secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes, les syndicalistes sont dans leurs droits et l'État avait la possibilité de ne pas recourir aux réquisitions. Il ne faut pas maintenant pousser les travailleurs à bout et maintenant vouloir réquisitionner, ce qui est une forme d'abus. Réquisitionner d'abord qui réquisitionne-t-on? Parce que dans le cas d'espèce, on réquisitionne n'importe qui. Il ne s'agit pas de maintenir tout simplement la continuité du service public, mais il s'agit de réquisitionner pour déstabiliser une grève. On est en train de réquisitionner n'importe quelle catégorie d'agents qui n'agissent pas forcément dans le cadre de la continuité du service public. Dans le cas d'espèce, c'est d'abord l'État qui est dans l'illégalité. En cas de refus, un agent réquisitionné encourt des peines allant de l'amende à la détention, toujours selon le décret de 1972. Parlons d'un autre aspect de cette grève. Les travailleurs de la SDE sont en grève depuis quelques jours, comme vous le savez, parce qu'ils réclament au moins 10% des actions de la nouvelle société qui va s'installer pour remplacer la sénégalaise des eaux. Mais problème, quel type d'actionnariat réclament-ils? Auront-ils forcément voix au chapitre s'ils ne spécifient pas le type d'action réclamée? Mohamed Ali Mouba, éclairage. La demande, c'était d'avoir un actionnariat référentiel qui nous permet d'être non seulement représentés au conseil d'administration, avec une voix délibérative. Être représenté dans le conseil d'administration avec une voix délibérative, rien que cela. Les travailleurs de la sénégalaise des eaux ont l'espoir de peser sur la gestion de la future entreprise. Le protocole d'accord du 1er mai 2018 donne un statut aux travailleurs de la sénégalaise des eaux. Reste à connaître les actions et leur nature. Mais en matière d'actionnariat, il y a plusieurs catégories d'actionnaires. L'actionnaire simple avec dividendes et droit de vote. L'actionnaire préférentiel avec dividendes uniquement et priorité dans la distribution des dits dividendes. Mais selon Maître Massokhna Kane, la SDE est une société de droit anonyme qui ne répond pas à ce type de formule. Il est juriste, spécialiste du droit des affaires, banque et assurance. Les statuts peuvent prévoir que les administrateurs peuvent être soit des actionnaires, soit même hors des actionnaires, mais c'est l'Assemblée générale qui élit les membres du conseil d'administration. Maintenant, les statuts de la société peuvent prévoir qu'il faut un certain pourcentage d'actionnariat, c'est-à-dire il faut avoir par exemple 10% des actions ou 15% ou 20% pour avoir droit à un poste d'administrateur. Ça, les statuts peuvent le prévoir et les statuts sont adoptés par l'Assemblée générale et c'est l'Assemblée générale qui élit les administrateurs qui à leur sein élisent un bureau. Ce qui est généralement admis, c'est que quand les employés sont actionnaires, il est logique, il est légitime que ces employés aient au moins un poste d'administrateur au sein du conseil d'administration parce qu'ils doivent être là où les décisions se prennent. La société au Sénégal n'est pas encore constituée et les négociations d'installation continuent. RFM, la radio de toute l'actualité. Guy Marius Sagna et compagnie sont en prison depuis hier pour participation à une manifestation interdite. Le dossier est en instruction. Un poids de mesure pour beaucoup d'observateurs
qui estime que l'affaire devrait être inscrite au rôle du tribunal des flagrants délits. Seulement, un professionnel du droit explique que cela tient plutôt à l'appréciation du procureur qui est souverain en la matière. Georges Diop. Tous sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite, mais d'autres chefs d'inculpation pèsent sur Guy Marius Sagna. Rébellion, provocation d'un attroupement et actions diverses. Le dossier est en instruction alors que, pour certains, l'affaire devrait être jugée en flagrant délit. Pas forcément, selon l'avocat Baba Diop. Les flagrants délits, il y a d'abord la procédure, mais il y a d'abord aussi les infractions. Il y a des infractions qui, par nature, relèvent de la flagrance. Mais cela ne veut pas dire que, dans le cadre des poursuites, il faudrait nécessairement les juger au niveau du tribunal des flagrants. Parce que le procureur, quand même, il a l'initiative des poursuites et il est souverain sur ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a que lui qui peut choisir la voie à suivre dans le cadre des poursuites des personnes suspectées d'infraction. L'infraction peut être flagrante, mais la poursuite peut relever du juge d'instruction. Parce que simplement, pour diverses raisons, le procureur peut estimer que par rapport aux faits, il y a des choses à éclaircir, ou par rapport aux personnes suspectées, il y a d'autres personnes qui devraient être arrêtées. Donc, de ce point de vue-là, il est seul à décider de la voie à suivre. Mais ce n'est pas nécessairement qu'une infraction flagrante qui doit être poursuivie devant les juridictions de flagrance. Je vous donne un exemple. Il y a quand même des crimes qui sont flagrants, mais comme en matière criminelle, l'instruction est obligatoire, il faut nécessairement passer par le juge d'instruction. Donc, il faut faire le distinguo entre ce qu'on appelle les infractions qui relèvent de la flagrance, mais également des poursuites qui sont faites devant les juges d'instruction. Dans cette affaire, seul un prévenu a bénéficié d'une liberté provisoire. Comme vous le savez, Guy Marius Sagna et ses camarades manifestaient contre la hausse du prix de l'électricité. À ce sujet, une nouvelle plateforme citoyenne contre la hausse du prix de l'électricité est née. Elle s'appelle Nyobany Nyolank, avec des mouvements comme Y en a marre et Frappe France Dégage. Cette structure va organiser un rassemblement le 13 décembre prochain. C'est pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité, mais aussi l'arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie. Aliou Sané, coordonnateur de Y en a marre et membre de Nyobany Nyolank, était l'invité de RFM Matin. Nous comptons tenir une grande mobilisation le vendredi 13 prochain à la place de la Nation pour dire non. Et pour dire non, pour exiger à ce que cette hausse du prix de l'électricité qui est déjà rentrée en vigueur, que le gouvernement puisse revenir sur ça parce que c'est un coup de trop, c'est vraiment une goutte de trop. Le Sénégalais, il pourra pas supporter cela. Déjà, c'est très compliqué avec le loyer, c'est déjà très compliqué avec l'électricité. On voit, les gens, ils peinent à payer les factures. Si aujourd'hui, ce goutte de trop doit peser encore sur le Sénégalais, je pense que ce serait compliqué. Beaucoup de Sénégalais s'indignent aujourd'hui du fait que ces citoyens, le seul message qu'ils avaient, c'était Nyo Lank, Nyo Bagne, parce que le peuple ne veut pas de cette augmentation du prix de l'électricité. Cette arrestation de Guy et nos camarades, elle est injuste, elle est injustifiée. Si votre rassemblement du 13 est interdit, allez-vous braver cette mesure d'interdiction ? Non, mais ça ne peut pas être interdit. Nous l'estimons du moment où la Constitution du Sénégal nous permet de déposer une lettre d'information auprès de l'autorité compétente, ce que nous avons fait. Maintenant, c'est à l'autorité d'encadrer en fait cette manifestation pacifique et nous espérons que ce sera le cas. Si ce n'est pas le cas, vous allez faire. On avisera le moment venu. On avisera le moment venu. Guy Marius Sagna pourra également compter sur le soutien des hommes politiques de l'opposition. Le Front de résistance compte publier dès aujourd'hui un communiqué pour fustiger l'incarcération de Guy Marius Sagna et appeler les partis politiques et les syndicats à agir vite. Seynabou Wade, ancienne députée, condamne elle aussi et promet de rejoindre le combat des autres formations politiques avec qui elle partage les mêmes opinions. Awambaye. Babacar est un professeur d'université. Guy n'est pas un chômeur, c'est un travailleur social. Le reste des étudiants, c'est pour vous dire que ce n'est pas n'importe quel Sénégalais qui était dans la rue. C'est l'ancienne députée et opposante Seynabou Wade qui affiche ainsi son soutien à Guy Marius Sagna et ses camarades. Elle a déjà commencé dans les réseaux sociaux. Elle se dit prête à rallier toutes sortes de mobilisations de l'opposition pour dire non à l'incarcération de Guy Marius Sagna. Je ne serai pas cavalier seul. J'attends que l'opposition se décide, ou bien les patriotes, tous les patriotes dans leur ensemble se décident, et je serai dans la fête. Il faut quand même qu'on règle cette situation-là. Le Front de résistance nationale, qui regroupe beaucoup de partis politiques de l'opposition, trouve inacceptable qu'un citoyen soit derrière les barreaux parce qu'il manifeste contre le coût de l'électricité. Martar Souran, le coordonnateur
annonce les prochaines actions de soutien. Nous sommes très solidaires à Guy Marius Sagna. La commission sociale du fonds s'est réunie et a pris la décision au nom du fonds, donc va prendre langue avec les syndicats, avec la société civile pour créer une jonction, pour que dans les jours à venir, que le combat soit mené, pour que vraiment qu'on arrête d'arrêter les gens parce que simplement ils expriment leur opinion. Nous pensons que c'est inacceptable. Nous sommes solidaires, nous condamnons ce qui s'est passé et nous exigeons la libération sans condition et dans les meilleurs délais de Guy Marius Sagna. Placé sous mandat de dépôt, Guy Marius Sagna et ses camarades sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite. Restons dans l'actualité sociale et plus particulièrement dans les revendications catégorielles. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis réclament le paiement de leurs bourses dans les meilleurs délais. Ils veulent aussi l'achèvement des travaux de construction de logements et d'un restaurant. Ces étudiants ont tenu une assemblée générale hier soir. Écoutons le président de la séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis, Aboubakry Sall, au micro de Fatima Tali. Le 29 septembre 2019, nous avions eu à décréter un mot d'ordre de grève illimitée pour revenir essentiellement sur ces points. Aujourd'hui, l'essentiel des points de la plateforme revendicative de la CSL ont été satisfaits. Donc aujourd'hui, nous devions venir en tout cas pour informer nos camarades étudiants de ces acquis, mais également de faire le suivi de la plateforme revendicative. Et aussi revenir sur le contexte de cette grève illimitée que nous avions eu à déclencher. Maintenant, par rapport aux mesures qui ont été prises, c'est juste en tout cas faire de sorte à ce que le paiement des bourses ait lieu le plus tôt possible, parce que à cet instant, les étudiants souffrent. Nous sommes dans les périodes des vaches maigres à l'université. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette nécessité-là, en tout cas, que l'État s'évertue à payer les bourses. Et que, comme on a l'habitude de le dire, la coordination des étudiants de Saint-Louis a toujours privilégié le dialogue et la négociation. Et que nous sommes en train de dialoguer et de négocier pour qu'en tout cas ces bourses-là soient payées le plus tôt possible et que ces logements également soient livrés le plus tôt possible et que ces restaurants numéro 1 également ouvrent le plus tôt possible. Maintenant, nous, ce que nous demandons à la direction des bourses, c'est de faire comme ils faisaient d'habitude pour payer les étudiants, au moins ces étudiants-là qui sont en position d'avoir la bourse. Et s'il y a lieu de ne pas payer ceux qui ne sont pas en position d'avoir aussi, qu'ils le fassent. Mais néanmoins, tous les étudiants ne peuvent pas être sanctionnés au même niveau. Mais également, à l'impossible, nul ne tenu. Et comme vous savez, la CSL, elle est imprévisible. À 12h17, allons à Pambal, dans le département de Tivaouane. Les professeurs et autres acteurs de l'éducation se disent inquiets à cause des mariages et grossesses précoces. La plupart des jeunes filles abandonnent très tôt les lycées et collèges. La situation mérite réflexion et c'est en ce sens que les acteurs se sont réunis. Charante Diop, notre correspondant dans la zone, a assisté aux travaux. Située à 10 km de Tivaouane, la commune rurale de Pambal connaît de réelles difficultés dans le domaine de l'éducation. Les grossesses précoces et mariages précoces des jeunes filles lycéennes suscitent beaucoup d'interrogations. Maïmouna Faye, la présidente de l'association des parents d'élèves du lycée Amartine de Pambal. Elles sont vraiment performantes, mais le problème est qu'il y a les mariages précoces qui sont là. Et ils sont des filles qui sont à l'école, mais ils sont obligés d'arrêter leur éducation scolaire. Il y en a beaucoup. Un véritable dialogue de sourds entre les parents d'élèves et des acteurs de l'éducation. Selon Sorne Diop, le proviseur du lycée, des campagnes de sensibilisation sont en train d'être menées. Mais les associations villageoises se heurtent souvent au refus de certains parents. Je pense que c'est un problème assez général, parce que ici, le milieu quand même n'est pas très favorable. Parce que les élèves pensent beaucoup plus à l'argent. Ils ne croient pas tellement aux études. Les parents aussi, beaucoup ne sont pas éduqués pour voir l'importance de l'éducation. La motivation dans les maisons par les parents aussi, ça manque beaucoup. Vraiment, les parents ne voient pas trop l'importance de poursuivre de hautes études. Je pense que c'est un problème de milieu que nous avons. Les acteurs du système éducatif et les populations de Pambal ont réfléchi pour diagnostiquer les maux qui gangrènent le secteur et des mesures sont prises pour éradiquer le phénomène actuel. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Et puis à Tambacounda, 152 personnes sont mortes du paludisme pour la seule année 2018 sur les 178 000 cas enregistrés. Une situation inquiétante qui interpelle tous les acteurs, au premier rang desquels les autorités. La solution pourrait venir du lancement de la campagne Zéro Palu. Je m'engage. Moussa Omar Gueye pour les détails.
152 personnes ont perdu la vie en 2018 à Tambacounda à cause du paludisme. Omar Mamadou Baldé, le gouverneur de Tamba, confirme. Nous avions pas moins de 158 000 cas de palu enregistrés au niveau de la région et 152 décès liés au palu qui ont été enregistrés en 2018. Une telle situation mérite qu'on y prête une attention et qu'on lui apporte une réponse. Expérimenté dans la banlieue dakaroise en 2014, le programme Zéro Palu Je m'engage vient d'étendre ses tentacules à Tambacounda. Aminata Sarr est la directrice de PASS au Sénégal. Et notre arrivée aujourd'hui à Tamba n'est qu'un premier jalon d'une intervention beaucoup plus large qui va au-delà de la sensibilisation communautaire pour réduire de façon visible, drastique, l'incidence de paludisme dans la région de Tambacounda. Dr Doudou Sène, le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, sollicite l'implication de tous dans cette partie du sud-est, Tambacounda, Kolda et Kédougou, fortement touchés par le paludisme. Nous venons de sortir d'une grande campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Nous avons déroulé la chimioprévention saisonnière il n'y a pas longtemps. Les femmes, les jeunes, parce qu'à nous seuls, on ne peut pas éliminer le paludisme. Les pouvoirs publics ont déploré l'utilisation des mildas moustiquaires imprégnés à longue durée d'action à d'autres fins, telles le maraîchage en lieu et place des couchages. Moussa Omargui, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. Plus de 50 migrants meurent noyés au large des côtes mauritaniennes. Le drame s'est produit hier. Une embarcation de fortune avec à son bord 150 migrants a fait naufrage au large des côtes mauritaniennes. Bilan 58 morts. La pirogue était partie de la Gambie. En ligne de Nouakchott, Mohamed Diop. Une embarcation de fortune transportant quelques 180 migrants a chaviré après avoir percuté un rocher. L'accident a eu lieu au large de Nouadhibou dans le nord-ouest de la Mauritanie. 57 migrants qui étaient à bord ont perdu la vie. Les corps ont été repêchés. 75 autres ont été sauvés. Ils ont été ensuite placés dans un centre d'accueil. Des vivres, des habits et des couvertures leur ont été offerts. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Selon les autorités mauritaniennes, l'essentiel de ces migrants clandestins qui comptent des femmes et des jeunes âgés de 20 à 30 ans sont venus de la Gambie. Ils tentaient de rejoindre les côtes espagnoles. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Le président français convoque le G5 Sahel pour une séance d'explication. Et cette séance d'explication, Souleymane, sur la présence française dans le Sahel ne fera qu'envenimer les choses, point de vue de Dr Bakary Samb. La récente déclaration d'Emmanuel Macron montre un peu ce que je disais il y a quelques mois sur les perceptions locales des coopérations sécuritaires dans le Sahel. En effet, il s'est installé un malaise, il s'est installé un conflit de perception du conflit sahélien entre la communauté internationale qui a son approche et les acteurs locaux qui voient ce conflit autrement. Sous le cas du Mali précisément et dans le Sahel, on a vu que l'intervention française, au lieu d'être comme au début un facteur unifiant les positions, avait commencé à diviser. Il y a d'un côté la pression des sociétés civiles et des militants dans les pays sur le leadership politique, mais en même temps ce leadership politique ne tenait pas le langage qu'il devait tenir dans les instances internationales. Et aujourd'hui on en voit le résultat avec cette déclaration de Macron qui à mon avis va encore envenimer la situation avec le ton qui pourrait être moins arrogant, mais qui va aussi obliger les pays africains, les États africains d'être plus radicaux parfois dans leur position ou être en tout cas confrontés à une opposition vive au sein de leur propre pays, notamment au Burkina Faso et au Mali où la situation se dégrade de jour en jour. Dr Bakary Samb, le président français, a convoqué le G5 Sahel le 16 décembre prochain à Pau pour une séance d'explication sur la présence de l'armée française dans la région. Macron, agacé par le fait que son pays soit présenté comme le responsable de la situation catastrophique
qui prévaut dans le Sahel. Binta Diallo, reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et le Soudan. Après plus de 30 ans de relations heurtées sous le magistère d'Omar el-Béchir, les États-Unis ont décidé d'envoyer un ambassadeur au Soudan. Le premier ministre du gouvernement de transition soudanais a été reçu hier au département d'État américain. Le Soudan, faut-il le rappeler, est classé État soutenant le terrorisme depuis que el-Béchir a accueilli Oussama Ben Laden dans les années 90. Khartoum demande à être retiré de cette liste. Les États-Unis ont donné leur accord de principe. Le Maroc fait face à une pénurie d'ingénieurs. À cause de la fuite des cerveaux, le royaume chérifien n'a plus d'ingénieurs. Les entreprises françaises commencent à s'organiser en conséquence en Afrique du Nord. Reportage à Casablanca, Khadim Baye. Chaque année, 600 ingénieurs quittent le Maroc pour aller tenter leur chance ailleurs. Une véritable hémorragie cérébrale non sans conséquences sur la santé économique du pays. Pour protéger les entreprises françaises basées au Maroc des éventuels dangers liés à cette fuite des cerveaux, le pays européen ne veut prendre aucun risque. Et c'est la Chambre de commerce française au Maroc qui organise la riposte en lançant une formation dédiée aux métiers du futur. Philippe Ederne-Klein, président de la CFCM. Alors la pertinence de la démarche, d'abord il y a une demande des entreprises installées au Maroc sur ces nouveaux métiers. Donc nous, notre rôle, c'est de former, d'accompagner les entreprises, d'accompagner les étudiants. On a un partenariat qui est très profitable avec l'ANAPEC, qui nous recrute, qui nous sélectionne des jeunes et sur lesquels on fait une formation et on leur offre une embauche à la sortie de formation. L'ANAPEC, une sorte de pôle emploi. La collaboration avec la CFCM ne peut qu'être productive. Comme le souligne Hélène Legal, ambassadrice de France dans le Royaume, elle insiste sur la nécessité d'une solution rapide. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais en même temps, il reste encore beaucoup à faire. Il y a aussi bien dans les formations universitaires que dans les formations plus professionnalisantes comme celle-ci, parce qu'en fait, aujourd'hui, toutes les entreprises, qu'elles soient marocaines ou qu'elles soient françaises installées au Maroc, elles ont besoin d'employés qui utilisent ces technologies. Le nombre d'étudiants qui seront formés pour cette première promotion n'a pas été révélé, mais l'ambition affichée par les autorités marocaines est de former 6000 data scientists dans le cadre d'un programme d'urgence lancé il y a quelques mois. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Et c'est tout pour cette page internationale. Souleymane. Merci à vous, Binta Diallo. Point de vue aujourd'hui sur les suites à donner au rapport de l'Agence de régulation des marchés publics. Et pour en parler, nous serons avec Mamadou Sek, expert consultant en bonne gouvernance et directeur général du cabinet Synapsis Consulting, et avec Sadir Nias, secrétaire général de la RADO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Bonjour et bienvenue à vous, cher Tidiane. Merci à vous, Suleiman, et rebonjour à tous. Sadio Mané, absent du podium du Ballon d'Or France Foot. Gana Gueye s'en désole. Ah oui, l'international sénégalais ou alors le Parisien donc se désole de cette situation. Pour lui, Sadio Mané mériterait bien plus qu'une 4e place. Gana Gueye l'a dit hier à l'issue du succès en championnat de son club, le Paris Saint-Germain, sur Nantes 2-0. Et je l'ai dit, je crois qu'il méritait largement d'être au moins sur le podium, parce que vu ce qu'il a fait, pour moi, il méritait carrément le Ballon d'Or. Au pire sur le podium, mais malheureusement on voit qu'il se retrouve aux 4e place et c'est un peu dommage et je suis triste pour lui parce que c'est une fierté pour tout le Sénégal et ce qu'il a fait la saison dernière et il méritait amplement sa place. Désillusion du Ballon d'Or oublié, Sadio Mané se remet dans le sens de la marche. Il a même dit lui-même en personne. Hier, il a marqué un but en plus de livrer 2 passes décisives permettant à Liverpool de consolider sa première place au classement de la Première Ligue. Londres, la correspondance d'Alassane Seck. Les prestations se suivent et se ressemblent pour Sadio Mané. Hier encore, l'attaquant international sénégalais a marqué de son empreinte la rencontre qui opposait son équipe Liverpool à Everton FC. On pouvait croire que Mané allait être diminué après le dénouement de Châtelet. Il n'en était rien. Ni le sacre de Messi, encore moins sa position discutable de 4e au classement du Ballon d'Or, n'ont déstabilisé le Sénégalais. Le derby du Merseyside était suffisant pour doper Mané. Au final, 5-2 pour Liverpool. À son actif, 1 but marqué, 2 passes décisives. Ses prestations match après match continue de convaincre les férus du foot. Sa constance sans doute
La raison pour laquelle Liverpool caracole toujours à la tête du premier chiffre. Alassane Seck en direct de Londres, Souleymane. Retour au Sénégal, début ce week-end du championnat national de football. Mbour veut régner. Ah oui, Mbour département va présenter cette saison 3 clubs en Ligue 1 de football dont le championnat s'ouvre ce week-end. Le Stade de Mbour, Petite Côte et l'Institut Yambar. Ambition bandoulière, ces formations de la Petite Côte ont renforcé leur effectif. Mbour, la correspondance d'Abraham Diallo. À moins de 5 jours du démarrage du championnat de football de la Ligue 1 sénégalaise, le Stade de Mbour se dit prêt pour cette saison. D'ailleurs, il a un nouveau coach, Cheikh Gueye, remplace Youssouf Dabo. Ça fait 6 semaines qu'on travaille avec 80% de ce groupe et il y a de cela 2 ou 3 semaines qu'on travaille avec 100% des joueurs que je viens de vous signaler. Dans ce football du 21e siècle, il n'y a rien qui sera facile. On le fera à base du travail comme je l'ai fait dans les équipes antérieures que j'ai entraînées. Durant toute la semaine, on va essayer de travailler pour gagner. Nous allons mettre tous les moyens qu'il faut pour avoir une équipe compétitive chaque dimanche pour gagner nos matchs ou bien au moins pour avoir un résultat positif. Un autre club mbourois, Mbour Petite Côte. Ce club présidé par Mbaye Diouf Dia a aussi un nouveau manager sur son banc. Victorino Mauri fixe les objectifs. L'Italien a déjà entamé le recrutement des joueurs. C'est une première expérience en Afrique. Je viens d'un club chinois. Certes, on a un petit retard dans les entraînements. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on a entamé des séances intenses le matin et l'après-midi. Mon objectif, c'est de permettre à ces jeunes d'avoir une formation, mais aussi d'être des professionnels pour pouvoir avoir de grands clubs. Cette année, le département de Mbour a 3 clubs en Ligue 1. L'Institut Yambar fait partie des clubs qui ont réussi la montée l'année dernière. Son premier objectif reste le maintien. Abdurrahman Diallo donc qui nous a appelé de Mbour. Il faudra préciser que le championnat démarre pendant ce week-end. Mais demain, la Ligue sénégalaise de football professionnel tient une conférence de presse. Nous aurons certainement le temps d'y revenir, Souleymane. Rendez-vous est pris. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, la presse du jour. La presse de ce jeudi 5 décembre 2019, lui, est commentée par Georges Déthié Diop. Guy Marius Sagna retourne en prison. L'activiste, membre de Frappe France Dégage, est placé sous mandat de dépôt. Selon Vox Populi, le juge Sambassal a inculpé et écroué 8 des 9 marcheurs qui avaient assailli les grilles du palais vendredi dernier. L'AS souligne qu'ils sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite. Outre ce délit, Guy Marius est poursuivi pour rébellion, provocation à un attroupement et actions diverses. Seul Souleymane Dim a obtenu une liberté provisoire. Tout cela fait suite à une manifestation contre la hausse des tarifs de l'électricité. Une hausse durement ressentie par les consommateurs et qui contribue au réchauffement du front social. Mais pas que. L'observateur indique que la colère et le mécontentement ont gagné les rangs des syndicalistes et tout semble arriver au summum de la grève de travailleurs des différents secteurs née de la hausse du prix de l'électricité. Le pays, selon mon confrère, est sous la menace de vagues de protestations. Une ébullition du tissu social qui, de l'avis de l'observateur, place l'État du Sénégal face à une bombe sociale. En tous les cas, pour ce qui est de la grève de l'intersyndicale des travailleurs de la SDE, Sud Quotidien fait savoir que le gouvernement l'a qualifié d'illégal. Mieux précise le journal, le ministère de l'eau et de l'assainissement qui dit constater des actes de sabotage destinés à perturber la distribution normale de l'eau et prendre les populations en otage, met en garde les travailleurs menacés de répondre de leurs actes répréhensibles. Source A ajoute que l'État a servi une mise en demeure à la SDE et pour cause, le gouvernement estime que le contrat d'affermage conclu avec la SDE est encore en vigueur et dans ce contexte, elle reste garante et responsable d'une fourniture régulière d'eau de qualité aux populations. L'eau, toujours avec ce scandale dans un marché pour la construction de châteaux d'eau. Libération révèle que la section de recherche de Dakar enquête sur une affaire de faux, d'usage de faux et de détournement de deniers publics. Ce après une plainte au parquet de l'agence judiciaire de l'État qui a été alerté à l'époque par l'ancien ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye, sur les pratiques mafieuses autour d'un marché de 505 millions révélés par des inspections internes. Libération fait état de PV trafiqués pour décaisser frauduleusement 505 millions de francs CFA. C'est pour beaucoup moins que ça que l'ancien ministre Habib Sy est traîné en justice par Alioune Badara Thiam. 28 millions de francs CFA
CFA. Selon Source A, cet homme d'affaires lui avait cédé en 2012 une voiture de marque Mercedes au prix de 33 millions de francs CFA. Source A de faire savoir que l'ancien ministre, condamné en première instance, a payé 30 millions de francs CFA et 5 autres en guise de dommages et intérêts, refuse de baisser les armes et sera devant la cour d'appel ce 5 décembre. À la une de Enquête, Moustapha Cisselo. Le journal l'appelle le Triblion. Qui est-il réellement? Enquête affirme qu'il est tristement entré dans l'histoire du Parlement sénégalais et n'en finit pas de se singulariser avec ses sorties malheureuses. Et jamais il n'est inquiété ni par les autorités judiciaires, encore moins par son mentor politique qu'il ne cesse de tourner en dérision. Fait marquant, relève Enquête, El Pistolero a mangé à toutes les sauces. Socialiste, libéral et républicaine. Abdoulaye Wade peut sans doute le confirmer. L'ancien président était hier à la résidence du défunt président Léopold Sédar Senghor pour présenter ses condoléances suite au décès de Colette Senghor. Et vous savez quoi? Wade a fait des révélations dont le journal Le Quotidien se fait l'écho. Le Quotidien rapporte que Abdoulaye Wade a fait savoir que Léopold Sédar Senghor voulait faire de lui son vice-président et qu'après son départ du pouvoir, la première dame, Colette Senghor, avait souhaité le voir succéder à son mari. Et cet entretien à lire dans le journal Le Soleil, un entretien avec le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique. Hafez Ganen confie que le Sénégal est une grande réussite économique, en atteste son taux de croissance. Il souligne tout de même qu'il souhaite que cette croissance soit créatrice d'emplois. En sport, Sadio Mané, star des journaux spécialisés au lendemain de l'attribution du Ballon d'Or France Football 2019, l'attaquant sénégalais a fait 2 passes décisives et a inscrit un but contre Everton. Pour Stade, Mané a été à la création et à la finition. Un record fait état d'une réponse de Sadio au monde du football. Les 2 journaux parlent aussi des CAF Awards avec la liste des finalistes. Stade informe que Koulibaly et Mané sont dans le top 10. À la première page de record, Sadio et Koulibaly in, Ghana out, Cissé face à 4 concurrents. Crépin reconduit, Ismaïla zappé, l'équipe du Sénégal toujours en lice. Autre information à la une de record, coup de balai à la direction technique nationale, Maya Sidmar, limogé. Moi, à l'instar de mon prédécesseur, je dirais que la raison pour moi, c'est dans la volonté politique. Il faudrait que ceux qui incarnent l'État aussi sachent que les textes aussi ne valent que ce qu'en font aussi les autorités politiques. C'est bien de créer autant de mécanismes de contrôle, de corps de contrôle, il a dit OFNAC, IGE, ARMP et tout ça. C'est bien, cela montre un peu qu'il y a une volonté d'abord affichée d'aller vers une gouvernance vraiment transparente des affaires publiques. Mais si cela n'est pas suivi d'effet, si les rapports de ces corps de contrôle ne sont pas suivis d'effet, je pense que ça revient un peu à ce qu'il a dit du saupoudrage. Il faudrait aussi renforcer ces organes, ne pas les affaiblir, parce que les affaiblir, c'est les opposer aux hommes politiques et cette absence de volonté politique de poursuivre. Également, le fait même d'utiliser ces rapports, comme on dit, à la carte, c'est-à-dire qu'on choisit ceux qui doivent aller être poursuivis en justice, en tout cas connaître des suites favorables et d'autres qui ne le sont pas, en fonction de la tête de la personne effectivement qui est incriminée. Il faudrait aussi aller dans ce sens que l'exécutif, qui a le dernier mot, parce que c'est l'exécutif qui nomme et qui dégomme comme il veut. Maintenant, il faudrait aussi qu'il aille jusqu'au bout de cette volonté politique, avoir le courage politique qui transcende les appartenances à des camps ou bien à l'appartenance à un camp politique ou autre. Ne pas traiter les rapports des organes de contrôle en fonction de la tête du client. C'est ça. Il faudrait aller dans ce sens. Et s'il y a des manquements graves qui sont constatés, que effectivement ces dossiers soient poursuivis devant la justice. C'est ça. Il faudrait d'abord, donc, comme je dis,
une volonté, vraiment un courage politique et un renforcement de ces institutions. Voilà. Justement, Mamadou Seck, est-ce que c'est pas là où le bas blesse? Si on prend l'exemple de la Cour des comptes, c'est une institution d'une autre nature, je l'avoue. Mais la Cour des comptes recèle en son sein une chambre de discipline financière qui a un traitement juridictionnel des problèmes de gestion des entreprises qui sont contrôlées, ou des organisations qui sont contrôlées par la Cour des comptes. Vous prenez l'OFNAC peut saisir directement la justice. L'IGE peut peu ou prou saisir la justice moyennant des préconisations, des recommandations. Or, à l'ARMP, on n'a pas ces possibilités. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement revoir les textes pour donner à l'ARMP la possibilité aussi de saisir qui de droit quand elle constate des manquements graves, comme l'évoquait tout à l'heure Sadirnias? Tout à fait. Il faudrait bien lui donner tous les moyens de ses ambitions, en tout cas. Si tant est que l'ambition est d'assainir un peu les finances publiques, la gestion des affaires publiques, etc. Maintenant, on peut revenir sur la question de départ, qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas? Et ça renseigne justement sur le fait qu'on lui a amputé d'un certain pouvoir. La raison est que souvent aussi, toutes ces affaires-là incriminent des acteurs politiques qui sont souvent assez proches du pouvoir, ce qui fait que ça pourrait un peu poser problème. Et comme le dit Sadir, c'est à la carte qu'on gère ces affaires-là et qu'on donne de la suite. C'est à la carte. On a vu le cas Khalifa Sall, comment ça a été traité. Quels que soient les arguments techniques, politiquement, il y a eu des soubassements qui ont expliqué justement qu'il y ait de la suite judiciaire, etc., et en un temps record. Donc ici, la principale difficulté, c'est les acteurs politiques. C'est les acteurs politiques, l'absence de volonté politique, les liens très étroits entre souvent les personnes incriminées et l'exécutif. Et souvent, je pense qu'il faudrait même dans ce dispositif essayer de faire jouer un rôle aussi à l'Assemblée nationale. Vous savez, au Luxembourg, ils ont trouvé une forme d'ingénierie institutionnelle qui permet à toutes ces problématiques-là d'aboutir parce que la Cour des comptes est confiée à l'Assemblée nationale et dirigée par l'opposition. Vous voyez un peu cette forme de clarté et de lisibilité, mais également de bonne volonté dans la gestion des affaires publiques. Un tel modèle aurait servi si on avait vraiment des acteurs politiques mus par une réelle volonté de faire bouger les choses. Évidemment, au Sénégal, cela poserait la question de la séparation des pouvoirs quand même entre le judiciaire et le législatif. Ça, on en a toujours parlé, on ne cessera d'en parler, la séparation des pouvoirs, c'est un serpent de mer. Bon, mais je pense que fondamentalement, on en a assez parlé, on a assez écrit sur la problématique. Bon, il n'est pas facile quand même d'y arriver. Le modèle un peu de séparation des pouvoirs américain, on a vu aussi certains travers. Donner toute la liberté à la justice pour arriver à des travers. On a vu le cas Kenneth Starr avec Bill Clinton. Mais au moins qu'on puisse arriver à une séparation des pouvoirs qui permettrait de donner les moyens qu'il faut, les moyens idoines, même si un contrôle pourra s'exercer entre pouvoirs. Très bien. Merci à vous, Mamadou Seck, expert consultant en bonne gouvernance et directeur général du cabinet Synapsis Consulting. Le dernier mot à Sadirnias, après avoir précisé que l'ARMP dispose quand même d'un mécanisme de sanction des irrégularités éventuellement constatées. C'est notamment le comité de règlement des différends qui peut suspendre provisoirement ou définitivement un marché qui n'aurait pas respecté les règles de passation. Évidemment, ce n'est pas une sanction juridictionnelle et ce n'est pas une sanction suffisamment lourde pour décourager un certain nombre de comportements dont se rendent coupables parfois les autorités contractantes. Au vu de tout cela, Sadirnias, que peut faire la société civile qui est, comme vous l'avez rappelé, représentée quand même à l'Agence de régulation des marchés publics? Y a-t-il un moyen pour que la société civile, hors ARMP, puisse quand même continuer l'action de l'ARMP, éventuellement en saisissant la justice sur certains cas? Oui, il faudrait aussi, comme le disait mon ami Mamadou Seck, aller dans le sens de réviser les textes pour doter un peu ces corps de contrôle comme l'ARMP de capacité
d'aller plus loin que les sanctions administratives. Et, par exemple, s'il y a des manquements constatés et le fait est déjà réel, effectivement, de pouvoir aller plus loin. Pour la société civile, effectivement, nous, souvent, on n'a pas aussi cette capacité de saisine, le pouvoir de saisine directe des juridictions. Il faudrait aussi aller dans le sens pour doter la société civile, des organisations de la société civile qui travaillent dans ce sens, de saisir directement aussi les autorités judiciaires quand il y a des manquements constatés. Mais on n'a pas encore cette capacité, en tout cas légale, de saisir directement les autorités judiciaires. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est dans les plaidoyers, les pressions, essayer aussi d'appuyer des actions en allant vers les autorités, avec la presse, effectivement, faire ce travail vraiment de plaidoyer, de lobby et de pression sur les autorités pour que effectivement ces dossiers puissent connaître une suite favorable. Merci beaucoup à vous également, Sédir Niasse, secrétaire général de la RADDHO,